Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler aujourd'hui pouvoir d'achat. Rien de bien réjouissant pour l'heure, mais comme l'énonce ce vieil adage, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Que l'on s'intéresse ou non à la politique parce que cela nous dépasse et que nous n'y comprenons rien, ou bien parce que l'on a réussi à nous en dégoûter, il est un point qui nous rattrape au quotidien et que nous ne pouvons occulter, c'est le pouvoir d'achat. Quand la note de carburant dégrève notre budget de 10, parfois même 15% chaque mois, quand le vital qui est de nous nourrir nous oblige à baisser en gamme de produits pour boucler le budget, quand la fin de mois qui pouvait être le 20 passe au 15 et ce n'est peut-être pas fini, quand il reste de moins en moins au fil des ans pour les loisirs et la culture, tout cela, nous le voyons, nous le vivons, cela gangrène notre niveau de vie. Nous y pensons chaque jour au pouvoir d'achat. Alors, même si la politique politicienne nous dépasse, parce que la politique, la vraie au sens philosophique, nous en faisons tous, nous en avons au moins fait une fois dans notre vie. C'est s'unir autour d'un projet associatif, c'est soutenir une cause, donner de son temps, de son cœur pour venir en aide aux plus démunis, c'est s'investir dans son village. Tout cela semble évident. Eh bien, ce qui est évident aujourd'hui, c'est qu'il nous faut nous unir pour ne pas voir notre pays sombrer. Ce que nous constatons tous et qui va augmenter crescendo, c'est la conséquence d'une crise de l'énergie jamais égalée. Nous allons prendre de plein fouet les conséquences de 40 ans de laxisme et de lâcheté politique. Toutes les économies fonctionnent avec de l'énergie. Depuis plus de 2 siècles, les énergies fossiles généreusement offertes par la planète nous ont permis de faire fonctionner et améliorer nos machines et par conséquent notre qualité de vie. Nous avons ainsi connu la prospérité sans nous soucier de leurs limites. Sans aucune anticipation, comme la mise en place d'un coussin amortisseur qu'aurait pu être le nucléaire, des politiques écologiques ont décidé que seules les énergies renouvelables, mais alternatives et non pilotables, seraient le remède miracle. Alors, grosse propagande autour du sujet, avec des discours toujours à sens unique. Le financement colossal de ces installations, qui ne peuvent être mises en place sans le soutien des énergies fossiles, et oui, c'est encore le pétrole qui fait avancer les bulldozers ou qui fait tourner les centrales à béton pour acheminer et construire tout cela, et c'est encore le gasoil qui fait avancer les camions et les bateaux. Eh bien, le coût de cette énergie explosera de façon exponentielle quand nous n'utiliserons plus le pétrole, à n'en pas douter. Sans parler du bilan écologique, désastreux à l'installation, au démantèlement. Alors ce bilan, nous savons que ces énergies nous mettent dans l'incapacité de faire face à elles seules au remplacement annoncé pour assurer le fonctionnement des machines. Eh bien, on diminue quand même la production électrique en organisant la fermeture des 2 centrales nucléaires que sont Superphénix et Fessenheim, 10% du reste du parc fermé pour raison de maintenance des réacteurs attaqués par la corrosion, et encore 14 fermetures programmées d'ici 2035, alors que les Chinois, les Russes se mobilisent pour en accélérer la création. Le tout associé à une demande augmentée post-pandémie avec la reprise économique, une demande qui va faire exploser le réseau qui ne pourra pas suivre. Nouveau bilan, avec une augmentation de la demande et une baisse de l'offre, eh bien, c'est forcément l'explosion des prix. Et comme nous ne pouvons nous en passer, car nous n'y pensons jamais, mais l'énergie, elle est partout dans notre quotidien, c'est donc la baisse logique du pouvoir d'achat. Ça va, je ne vous ai pas perdu? Prenons un exemple. Dans le panier de la ménagère, la baguette, notre chère baguette, avec la moissonneuse-batteuse qui coupe les céréales, avec le camion qui livre la farine, eh bien, ou bien le four qui la rendra très croustillante comme nous l'aimons, eh bien, combien va-t-elle coûter bientôt? Mon père, très pragmatique et souvent philosophe sans s'en douter, me disait souvent: «Pendant la guerre, nous mangions du pain noir. Puis est venu le temps du pain blanc, symbole de l'élévation sociale. Eh bien, nous allons bientôt le redécouvrir.» J'ai bien peur qu'il ait raison. Nos politiques successives ont sous-estimé l'enjeu énergétique et n'ont pas pris les mesures efficaces de cette transition. Ils ont mis la charrue avant les bœufs, comme le disait encore mon père.
Les prix vont poursuivre leur ascension et personne n'a la moindre idée de jusqu'où cela va monter. On entre dans un marché de mercenaires car nous avons mis ce produit de première nécessité qu'est l'électricité entre les mains de spéculateurs. Ce sont nous, les petites gens, qui, comme toujours, vont prendre le maximum, loyer, énergie, alimentation. Notre niveau de vie, notre pouvoir d'achat va chuter. Ce que je vous dis, mesdames et messieurs, c'est très dur, mais c'est malheureusement la vérité. Nous allons devoir faire face à cette erreur magistrale d'avoir misé sur le trop électrique. Du chauffage au déplacement, à la cuisson, en passant par les nouvelles technologies. Nous verrons ce que nous ferons lorsque nous ne pourrons plus brancher nos chers portables, ou nous nourrir, ou nous chauffer. Pas besoin d'être devin. Tout d'abord, cela annonce une société de rationnement administrée par un État qui a fait preuve de sa totale incompétence. Voilà qui donne envie. Puis des affrontements, de la rébellion, des jacqueries. Cela ne vous rappelle pas quelque chose pour vous les plus anciens? 20 ans que l'on nous rebat les oreilles à grand renfort de propagande écologique pour qu'au final, on nous amène à ne plus vivre dignement. Toutes les mesures structurelles, comme la construction de notre énergie nucléaire, prises du général de Gaulle au président Giscard d'Estaing, ont permis les 30 glorieuses, durant lesquelles plus besoin d'avoir le moindre courage politique, et donc on pouvait donner dans l'idéologie ou la démagogie. Que voulez-vous? Les périodes faciles engendrent les incompétents. C'est comme cela. Alors, si nous ne voulons pas nous retrouver comme des demeurés face à l'histoire, il faut arrêter de faire confiance à des personnes qui seront prêtes à tout pour se protéger et ne pas devoir rendre de compte. Parlons maintenant solutions, car il est encore temps, nous sommes au pied du mur, mais nous avons encore quelques options avant les regrets. Pour la première solution, elle est à court terme. Je vois la nécessité de raisonner en circuit court, car tout ce qui devra être acheminé sera hors de prix. Organisons-nous, apprenons à cultiver ou rapprochons-nous de nos producteurs locaux. Pour les villes, augmentons les AMAP. Il existe déjà des potagers solidaires. Vous aidez, en même temps, vous retissez un lien social et pour 15 € par mois, vous avez vos légumes. Moi, je trouve l'idée géniale. Redéveloppons aussi le troc. Enfin, je ne doute pas que vont se développer des centaines d'idées pour construire la chaîne de la solidarité et de la débrouille. Au final, vous verrez, on s'en portera peut-être mieux. Pour la deuxième solution, nous allons devoir apprendre à revenir à l'essentiel et limiter le superflu pour optimiser notre pouvoir d'achat. Le temps de solutionner ce problème de l'énergie. Les meilleurs travaillent déjà sur le sujet. Il nous faudra donc adopter un comportement plus résilient, où chacun consommerait moins mais mieux, aller vers la qualité du produit français, ce qui reboostera notre économie. Nous parviendrons ainsi à limiter cette baisse de notre pouvoir d'achat, ce qui pourrait laisser place à plus d'activités familiales, sportives et culturelles qui ne sont pas prioritaires depuis déjà quelque temps. Et pour finir, en dernière solution, mettre en place le changement de notre modèle de société. Tout un programme, me direz-vous. Personnellement, je ne laisserai jamais la gestion de mon porte-monnaie à ceux qui nous gouvernent, malgré une avalanche de bonnes nouvelles où tout serait formidable. Voici quelques chiffres à mémoriser. Le déficit de la France en 2020 s'élève à 170 milliards. Le budget réuni de la défense et de l'enseignement tout de même. Plus 600 milliards sous le président Sarkozy, plus 400 milliards sous le président Hollande et plus 700 milliards sous le président Macron. Et la dette, 3 000 milliards de dettes au total, dont la moitié est détenue à l'étranger. Cela ne peut-il pas nous mettre en difficulté géopolitique? Plus 2 millions de chômeurs indemnisés et autant qui sont dans le halo du chômage. Et la richesse nationale moyenne par habitant et par an, 39 000 € pour les Français, quand les Allemands sont à 46 000 € et 60 000 € par an pour les pays du nord de l'Europe. Les prélèvements obligatoires,
On nous avait promis une baisse de 550 milliards d'euros entre le public et le privé. Nous étions en 2017 à 45,1% de prélèvements obligatoires. Nous sommes en 2021 à 44,9%. Donc 0,2% d'écart, ce qui fait environ 5 milliards de baisse, soit 10 fois moins qu'annoncé. Mais encore 130 milliards d'aides empilées, RSA, APL, primes en tout genre, et aussi 84 milliards de plus de dépenses bureaucratiques. Et pour finir, et j'en arrêterai là avec les chiffres, 1,6% de nos finances accordées à la sécurité quand 32% sont accordés au social. N'y a-t-il pas un problème récurrent? Vous comprenez comme moi que le moment est venu du sursaut. Arrêtons de regarder ce qui nous arrange. La vérité, c'est que nous avons le taux de prélèvement obligatoire parmi les plus élevés au monde. Nous sommes le pays le plus taxé, le plus endetté, le plus dépensier et celui qui travaille le moins. Pourtant, les Français sont ceux qui travaillent le plus en Europe quand ils sont indépendants. Cela veut dire que ce n'est pas culturel. Les Français ont dans leur ADN de travailler pour gagner leur vie. Mais nous arrivons plus tard sur le marché du travail, nous en repartons plus tôt et nous travaillons moins dans l'année que les autres. C'est notre modèle social qui n'incite pas au travail. Franchement, travailler moins ne crée pas de richesse, ça ne marche pas. Nous nous appauvrissons. Il faut produire à nouveau chez nous et ne plus être le pays qui taxe le plus. Ce modèle ne crée pas de valeur ajoutée. Nous devons réclamer un audit de la gestion des finances publiques avant les élections dans l'intérêt de la France. Il ne faut pas attendre que la nouvelle présidence, qui aura forcément des programmes décalés de la situation réelle. Pour ma part, je compte prendre à bras le corps ce modèle social qui nous exsangue, remettre tous ceux qui le peuvent au travail et commencer par moins étrangler les PME et TPE qui pourront ainsi embaucher plus. Et dans la foulée, réduire les taxes des ménages. Vous allez peut-être me détester parce que j'avance. Tant pis. Je ne suis pas là pour vous berner, mais parce que j'aime mon pays et parce que je vous aime. Il faut cesser d'aller dans le sens de ce que nous aimons entendre, mais s'engager vers ce qui sera bon pour notre avenir et celui de nos enfants. Nous en sommes capables, je le sais, et au final, ce sera le retour du bonheur, je vous le promets. On jettera les boîtes d'antidépresseurs à la poubelle, les cabinets de psy se désempliront, car en se retroussant les manches, nous remettrons l'humain au centre de nos intérêts. Si ce que je viens de vous dire vous parle, pour quelques mots, pour quelques phrases, c'est formidable. Cela signifie que nous sommes sur le bon chemin. Je poursuivrai en profondeur le développement de mes idées et propositions sur le sujet lorsque j'aborderai l'économie et l'industrie. Sur ce, belle fin de journée à vous et à bientôt.